Bonjour à tous, merci pour le suspense Thibaut. Du coup, je vais effectivement vous présenter un peu des mesures de capteurs, notamment capteurs flux de sève et autres, qui permettent d'expliquer notre vision, une vision partagée aussi avec beaucoup de producteurs de la saison 2019. Je commence par une petite présentation du capteur flux de sève parce que voilà, tout le monde ne le connaît pas, tout le monde ne l'a pas vu, bien que beaucoup ici l'ont déjà eu entre les mains. Donc le capteur flux de sève, c'est un capteur qui va mesurer le flux de sève dans le bois, en fait, au niveau du cordon de la vigne. Et il s'agit d'une résistance chauffante autour de laquelle on va positionner, il y a 8 à 10 petits thermomètres, les deux principaux étant un thermomètre en amont et un thermomètre en aval du capteur. Et en fait, en fonction de la chauffe de la sève qui transite par le cambium, du delta de la différence de température, on va en déduire très précisément le débit de sève en fait en millimètres d'eau par jour. Voilà. Donc ce capteur a pas mal d'avantages, pas mal de complexité à mettre en place et de maintenance parce qu'il est vraiment contre le cambium. Par contre, au niveau de la data qui est générée, elle est très précise et très précieuse puisque c'est déjà comme beaucoup de capteurs, c'est un capteur qui va acquérir de la mesure par défaut. Donc c'est pas une mesure qu'on va aller prendre sur le terrain. Si on a un épisode climatique complexe, on va pouvoir l'interpréter a posteriori. C'est également un capteur qui va bien traduire les évolutions de la transpiration de la plante, que ce soit dû aux habituelles sécheresses, dessèchement des sols, souvent au mois d'août, ou que ce soit dû au stress atmosphérique dont parlait Thibaut, les fameux excès de déficit de vapeur d'eau. C'est également le seul outil qui permet d'anticiper l'apparition des stress hydriques avec... on va visualiser quelques jours à semaine avant le début de restriction stomatique de la plante. On va pouvoir visualiser les conséquences de stress atmosphérique et du coup piloter finement les irrigations en fonction de la plante. Alors on peut avoir des données horaires avec ce capteur. Donc ici j'ai créé un petit schéma pédagogique. Donc on va de minuit à minuit. On a le midi solaire qui se situe vers 14h en été. Et en fait on va avoir une transpiration. Donc ici non pas en millimètres jour mais en millimètres heure. Une transpiration de la plante en forme de cloche avec un maximum de transpiration autour du midi solaire. Alors qu'est-ce qui se passe quand on a un stress hydrique qui s'applique, que ce soit lié à un manque d'eau dans les sols, que ce soit lié à une forte demande atmosphérique? En fait, on va avoir une réduction du volume d'eau transpirée dans la journée et puis ce pic n'est plus au midi solaire mais il se décale vers la matinée. Plus le stress est important, plus le pic se décale vers la matinée, c'est-à-dire que concrètement, on a une restriction stomatique de la transpiration. La vigne ferme ses stomates. Donc là, on est au niveau horaire. Si on prend ces données au niveau journalière, donc là, on va avoir une lecture sur une saison. Donc ici, on est début juillet, on arrive ici mi-août. Et en fait, on va voir la vigne qui va transpirer. Donc ici, c'est toujours les volumes d'eau transpirés en millimètres par jour. On a simulé ici, donc c'est un graphique pédagogique, mais on avait apporté des irrigations. Ça aurait pu être des pluies. Et en fait, on va avoir la vigne qui augmente sa transpiration très rapidement, donc dans les 3 jours qui suivent l'apport d'eau, et qui de nouveau va détecter le manque d'eau qui apparaît, qui revient au niveau des sols, et va restreindre de nouveau sa transpiration. Et donc, 10, 15 jours, 3 semaines plus tard, l'apport d'une nouvelle irrigation va recréer le même mécanisme chez la vigne qui remonte dans les tours au niveau transpiration, de nouveau se restreint et rediminue. Et on voit donc 3 fois ce phénomène sur ce graphique. Donc c'est pas des niveaux d'eau dans les sols, c'est bien la plante qui remonte dans les tours. Et ici, elle re-rentre en restriction stomatique, elle comprend que l'eau manque et c'est par ces mécanismes-là qu'on va avoir un basculement progressif vers ce qu'on appelle le métabolisme secondaire, donc métabolisme anthocyanes, polyphénols, toutes les molécules de résistance au stress, etc. On peut regarder ici, au niveau d'une saison complète, comment on va piloter une irrigation. Donc Thibaut vous parlait de la croissance progressive au niveau de la transpiration. Donc ici, on est sur un indice calculé à partir de la transpiration qu'on appelle l'indice de confort hydrique en pourcentage. Donc on arrive ici au pic de croissance foliaire, c'est-à-dire que toute l'augmentation ici de transpiration est liée à l'augmentation des surfaces foliaires.
On va avoir un début de régulation stomatique. On voit la vigne ici, dont la transpiration diminue progressivement. Et au niveau de son indice de confort hydrique, on peut se placer, par exemple, dans le cadre de la production d'un rosé de Provence, avec une limite de 70% de confort hydrique, en dessous de laquelle on va déclencher les irrigations. Et sur cet exemple, en fait, on peut caler très précisément des irrigations sur un domaine dont le but est la production de rosé de Provence. Pour produire des raisins destinés à être vinifiés en rouge, vin de garde, ou alors pour sécuriser la production, on va pouvoir se fixer d'autres objectifs d'indice de confort hydrique, éventuellement variables au fur et à mesure de la saison. Voilà. En 2019, on peut remarquer par rapport à 2017, pas par rapport à 2018 qui était exceptionnel, un petit décalage de cette atteinte de surface foliaire maximale, de coefficient cultural maximal. Donc ça, on l'analyse clairement par la présence d'eau dans les sols. On n'a pas de stress hydrique lié au sol. Et on va voir les conséquences derrière. Donc ça, c'est le tableau qui confirme ce que je viens de vous dire. Pic de croissance foliaire qui se termine vers le 8 juin, alors qu'on était une dizaine de jours avant, en 2017. Sur tous les secteurs provençaux et hors Provence aussi. Donc Thibaut vous a présenté le VPD, Vapor Pressure Deficit. Donc on a un risque de cavitation, un risque d'embolie lorsque le VPD de l'atmosphère passe au-dessus de 3,5 kPa. Donc les gaz de la sève se détendent et la vigne est incapable, en cas d'embolie, de rattraper cette embolie. On voit sur 2019, ici on est sur Pourcieux par exemple. C'est le VPD, le VPD jour après jour mesuré par une station météo à partir de mi-juin jusqu'à septembre. Et on voit beaucoup de pics, donc des jours où on est au-dessus de 3,5 kPa de VPD. J'ai mis un petit tableau, on a 49 jours à Pourcieux cette année, c'est phénoménal, c'est vraiment considérable. Le Canet des Morts 40 jours, Rognes 33 jours, quand on monte un peu dans les montagnes on est un peu moins, 10 jours. Et quand on compare par exemple au Narbonnais, on n'a que 23 jours, 10 jours dans le Bordelais, Aquitaine, et Crozes-Hermitage, 5 jours seulement. Donc c'est vraiment un mécanisme méridional de l'arc méditerranéen, plus particulièrement provençal. Et chaque année, en fait, cette occurrence de jours à fort VPD qu'on connaît depuis longtemps dans le Var, se répand beaucoup plus largement qu'au niveau du Var. Et surtout, les départements comme le Var, où on a l'habitude d'avoir ces phénomènes, on se retrouve avec des VPD qui se retrouvent encore plus haut. Ici, on voit sur Pourcieux, on monte à 6. J'ai des chiffres jusqu'à 7,5 dans le Var. C'est considérable. Voilà. Je vous ai présenté les VPD au fur et à mesure de la saison. Je vous présente un petit graphique de niveau d'eau dans les sols. Donc là, c'est une bête sonde capacitive. On voit les épisodes de début de saison où on a eu un peu des manques d'eau. On a parfaitement rechargé. Et ici, on voit, à partir de la floraison, l'eau qui commence à diminuer au niveau de la réserve des sols. C'est parfaitement normal, on rentre en contrainte hydrique, il y a moins de précipitations. Tant qu'on est à 50%, tout va bien, on descend. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment sur la fin de saison, sur la véraison et après, que les niveaux d'eau sur cette sonde-là, mais plus généralement, sont très bas au niveau des sols. Ici, donc c'est un peu compliqué ce graphe. En fait, j'ai juste superposé les deux précédents, celui du VPD, des pics de VPD, et celui du dessèchement des sols. Et ce qu'on va voir ici, à la véraison, en fait, on va voir un peu un basculement de la saison, et je vais vous montrer un peu les conséquences sur la vigne derrière. On a ici beaucoup de pics de fort VPD sur les premiers stades de la saison, jusqu'à la véraison, mais avec globalement de l'eau dans les sols. On va se retrouver même sur les sols moyens, et d'autant plus sur les sols profonds, avec de l'eau à disponibilité quasiment jusqu'à véraison. Et lorsque la véraison passe, globalement, les pics de fort VPD diminuent, il y en a de moins en moins, l'occurrence diminue réellement. Par contre, on va rentrer, et on le voit très bien aussi sur nos mesures de capteurs flux de sève, on rentre sur des contraintes hydriques parfois très sévères. Donc, vraiment, je sépare cette saison en deux, et puis je vais vous montrer les implications au niveau de la vigne. Donc l'eau, on a vu, transite par la plante. L'eau a entre autres un rôle
au niveau de la climatisation, comme quand on va faire un jogging. Le but, c'est de rafraîchir les feuilles et pour que les feuilles soient à une température compatible avec la photosynthèse. Peu après la floraison, donc je vous ai fait des petits dessins, peu après la floraison, on a des phases qui sont très importantes, puisqu'on a, dans les 7 à 10 jours qui suivent la floraison, dans chaque baie de raisin, donc post-nouaison pour être précis, on a une multiplication intense des cellules de chaque baie de raisin. Ces cellules vont donner le potentiel de grossissement. Chaque fois qu'on a 2 fois plus de cellules, on a 2 fois plus de petits ballons qui pourront gonfler en phase de grossissement des baies. Ensuite, après ces 7 à 10 jours, et dans les semaines qui suivent jusqu'à quasiment véraison, on va avoir des petits mécanismes enzymatiques qui vont s'attaquer aux parois des cellules, de chacune de ces cellules. Le but étant de ramollir, de rendre élastiques ces petites cellules, et donc de leur donner une capacité de grossissement. Donc on a sur ces 2 éléments-là, le nombre de cellules et la capacité individuelle de chaque cellule à grossir, on acquiert vraiment la capacité de grossissement des baies de raisin. Si on a des stress à ce moment-là, et c'est là que je veux en venir, si on a des stress à ce moment-là, ça veut dire qu'on aura une capacité de grossissement des baies moindre. Et là, je rebondis sur ce que disait Thibaut, sur les pourcentages sur lesquels se sont jouées cette année les pertes de récolte dans beaucoup de secteurs. Elles sont clairement dû à ces 2 mécanismes, surtout celui-là d'ailleurs qui a été contraint. Je dissocie les 2 stress climatiques que subit la vigne. On a vraiment cette année, et j'ai entendu beaucoup de choses, et là je tiens à clarifier les 2 éléments. On a la sécheresse classique qui est liée au manque d'eau dans les sols. On a les effets fours. Les effets fours dont parlait Thibaut. Donc chaque fois qu'on gagne 1 degré de température, chaque fois qu'on perd 1% d'humidité, le VPD décolle, s'envole, et là on va avoir comme conséquence des restrictions stomatiques et cavitation au niveau des pétioles, de tous les vaisseaux de sève de la feuille. Et on a surtout une augmentation de la température des feuilles qui affecte la photosynthèse. Donc tous ces défauts au niveau photosynthèse, ça veut dire moins d'énergie, ça veut dire moins de mécanismes, les mécanismes que je vous montrais juste précédemment. Alors que sur les sécheresses au niveau des sols, ici on va réduire la transpiration qui aura aussi un impact sur la photosynthèse, mais c'est vraiment bien 2 mécanismes différents qui se sont succédés cette saison. Je vous montre une petite image qui nous est chère, qui est chère à Thibaut, de recherche récente qui date de 2016 au niveau des restrictions stomatiques et surtout donc au niveau des cavitations induites par ces très forts coups de VPD. En fait, on va avoir au niveau de la feuille, au niveau des vaisseaux de sève du pétiole et de la feuille, des cavitations progressives, donc des tuyaux qui se vident, ils ne sont pas bouchés, au contraire, ils sont pleins d'air. Et donc la conductance des feuilles, la conductivité hydraulique des feuilles diminue au fur et à mesure de la saison. Voilà. Pour conclure, donc mon petit take-home aussi à emmener à la maison, pour résumer la saison telle que je la vois avec la lecture des différents capteurs flux de sève, avant véraison, on a donc eu une disponibilité en eau dans les sols, même si elle était décroissante progressivement en allant vers la véraison, et surtout ces très forts coups de VPD. Je vous ai remis le petit schéma de tout à l'heure. On a affecté cette multiplication cellulaire, mais retenons qu'on a surtout affecté ces mécanismes membranaires. Donc on a fabriqué des petits ballons de baudruche avec une faible capacité de grossissement. Et après véraison, une sécheresse classique, des VPD normaux. Donc on a en partie pu compenser la sécheresse par des irrigations, bien que c'était des phénomènes très tardifs. Et on a pu accroître un petit peu les volumes, sachant que, et ça on pourra en parler Carole, je sais qu'il y a certains pays, notamment au Chili, où fréquemment quand on a des prédispositions de petites baies, on risque d'avoir, en cas d'orage estival du mois d'août, qu'on n'a pas eu cette année, des éclatements de baies, beaucoup de maladies, des choses pas très jolies. Voilà.